Let's go. BC points. Studio int main. Ok, donc suivez. Cette fois-ci, je fais i est égal à 1. Et l'objectif, c'est de faire while. C'est-à-dire que je veux afficher, regardez bien, je vais afficher 10 informations. Donc, je fais pourcentage D, anti/n, virgule I. Voilà. Ok, suivez d'abord. Dans ça, on sait que si je fais une boucle comme ça, il va m'afficher de 1 jusqu'à 10. On est bien d'accord? Voilà, il va m'afficher de 1 jusqu'à 10 parce que j'ai dit quoi? J'ai mis d'abord la valeur initiale 1 et je dis tant que la valeur de I là est inférieure ou est égale à 10, fais-moi cela. Et puis ensuite, tu avances la valeur de I. Donc, il avance jusqu'à atteindre 10. Maintenant, supposons que moi, dans mon programme, il y a quelque chose après là-bas, je veux obliger la boucle de s'arrêter. Pas forcément qu'on atteigne 10. Allez, si on laisse ça comme ça, on va sortir uniquement lorsque I aura atteint 10. Supposons que nous, on veut arrêter la boucle lorsque I traite 3 informations, c'est-à-dire que lorsque I vaut 3, sans pour autant qu'on change cette condition-là. Vous pouvez forcer l'arrêt de ce qu'on appelle une boucle, mais comment? Par exemple, si je mets if, sachez qu'on peut mettre des conditions aussi dans des boucles, ou bien des boucles dans des conditions. Si je mets if I est égal à 3, je vais d'abord faire printf, je fais le troisième élément. Je vais d'abord faire ça et je fais anti/n. On va voir à quel moment il va, c'est anti/n, à quel moment il va afficher ce message-là. Donc, il va afficher ce message-là après avoir traité la valeur 3. On est bien d'accord? Nous, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que lorsqu'il traite cette valeur-là, il est égal à 3, il ne traite plus les valeurs qui suivent, sans pour autant changer la condition qui se trouve là-bas dans ce qu'on appelle notre tant que. Pour forcer l'arrêt d'une boucle, regardez bien, l'instruction qu'on avait vue hier qui s'appelait break, son rôle, c'est de pouvoir obliger l'arrêt de ce qu'on appelle des structures répétitives. Si vous mettez break quelque part dans une boucle, là où vous avez mis, ça veut dire tout simplement que vous voulez plus qu'il continue son exécution. Donc, il va tout simplement sortir de la boucle. Il ne va pas faire le nombre d'itérations attendues. Regardez bien. Si je fais ça et qu'il affiche 1, 2, 3, automatiquement, il va s'arrêter. Là, cette fois-ci, il ne part plus jusqu'à atteindre 10. Et c'est la même chose avec la boucle for. Même si vous faites la boucle for, I est égal à 1, I inférieur est égal à 10, vous aurez le même résultat. Lorsque vous faites if est égal à 3 et vous mettez break, ça veut dire dès que la valeur de I vaut 3, le break, ça veut dire qu'il arrête tout simplement l'exécution de la boucle. C'est ce qu'on faisait hier avec les switch cases là. En réalité, le break permet tout simplement d'arrêter l'exécution d'une structure itérative. Maintenant, donc, en fait, la boucle while, vous avez vu, lui, ce qui est important, c'est tout simplement que cette condition qu'on va mettre dans le while là, doit être d'abord vérifiée avant qu'on ne rentre. Et maintenant, après, vous devez définir quand est-ce que vous voulez sortir. Et nous, c'est parce que nous, on a mis i++, on sait qu'on sortira lorsque la condition ne sera plus vérifiée. On est bien d'accord? Donc, la boucle while sera utilisée comme ça. Mais quelle que soit la chose, supposons que je mets ici 11. Si je mets 11, c'est à peu près comme la même chose que la boucle for. On sait qu'on rentre dans la condition uniquement, ou bien dans la boucle, uniquement lorsque cette condition est vérifiée pour une première fois. Si je dis i est égal à 11, c'est-à-dire la condition au début, et que je dis tant que i inférieur ou est égal à 10, i n'est pas inférieur ou est égal à 10. Ce qui veut dire tout simplement que i ne rentre pas. On dit qu'il rentre dans la condition uniquement lorsque, dans la boucle du moins, lorsque la condition définie est vérifiée. Nous, on crée une variable, on lui donne la valeur 11 et on dit tant que cette valeur est inférieure à 10, mais on sait qu'à aucun moment la valeur est inférieure à 10, donc il ne rentre pas. Vas-y, pose la question. Par rapport au if et au break, Oui. vous avez dit par exemple si on a if entre un but i, la valeur égale à 3, il va s'arrêter une fois qu'il aura fait 3 répétitions. Oui, lorsque la valeur de i vaut 3,
Tu mets break, ça veut dire qu'il sort de la boucle. Maintenant, moi, quand Oui. je fais ça, Oui. mon break, Oui. il sort de la boucle quand c'est. Si je mets 3, il sort à 2. Parce Si je que, mets 4, il sort à 3. parce que tu as mis le if là avant le printf. Regarde Non, bien. je l'ai mis après le printf. C'est ton break qui est fait. Montre. C'est le contrôle S. Tu as dit. Remonte. Mais tu as fait i++ en haut. Oui. Oui, quand tu mets i++, là, si tu traites 3, printf 3, i++, ça fait 4 déjà. Ah, ok. Je ne sais pas si tu comprends le truc. Le plus là. Voilà, donc ça veut dire que si tu traites 2, lorsqu'il est égal à 2, tu fais i++, il est à 3. Or, tu n'as pas encore fait le printf de 3, donc tu comprends ce qui se passe. Oui, je vois. Voilà, donc c'est normal. Tu ramènes tout simplement le i++ en bas et ça va marcher. Alors donc ici, on a vu que, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Voilà, si cette condition n'est pas vérifiée, on ne peut pas rentrer dans la boucle là. Maintenant, supposons que, suivez bien, en réalité, lorsqu'on demande par exemple de saisir des informations, si je vous demande de saisir un entier, par exemple, vous allez mettre en place la variable et vous allez saisir quelque chose. Maintenant, supposons que vous saisissez ce qu'on appelle quelque chose qui ne correspond pas. Et en général, dans un programme, si vous ne saisissez pas quelque chose qui ne correspond pas, on doit être en mesure de vous redemander l'information. On est bien d'accord? Depuis jusque-là, lorsque on demande quelque chose et que la personne ne saisit pas la bonne chose, le programme s'arrête. On n'a pas la possibilité, ou du moins, on n'avait pas la possibilité de lui redemander de saisir la nouvelle information. Et avec les boucles, c'est possible. Lorsqu'on demande de fournir une information et que l'information n'est pas correcte, on lui redemande de fournir parce qu'on reste dans la boucle jusqu'à ce que la condition soit valide. Et puis maintenant, on peut passer la boucle pour pouvoir accéder à une nouvelle ligne. Donc le rôle aussi des boucles, c'est de pouvoir faire ça, de faire des contrôles. On peut contrôler la saisie. Supposons qu'on demande de saisir l'âge et que la personne saisit un nombre négatif. On sait que l'âge ne peut pas être négatif. On peut être en mesure de lui redemander de saisir l'âge pour qu'il puisse saisir le vrai ou bien l'âge qui est possible. Supposons que nous, on veut faire avec la boucle while. Donc, on va dire normalement âge. Avec la boucle while, c'est comme ça qu'on fait. Printf, entrez votre âge, anti/n. Et on va faire scanf. Et on va mettre %d, virgule, e commercial, âge. OK. Et donc, nous, ici, on va dire tant que âge inférieur à 0. Ça veut dire que lorsqu'il saisit quelque chose qui est négatif, on lui redemande de saisir. On est bien d'accord? Et quand on dit redemander de saisir, c'est tout simplement de reprendre ça et de mettre là. Et maintenant, on va mettre une ligne ici. Une fois que tout est bon, on va dire votre âge est %d, virgule, h. Donc, on va atteindre cette ligne-là lorsque cette condition est vérifiée. C'est-à-dire que lorsque h ne sera plus inférieur à 0. Si on veut même, on fait inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'il ne donne ni un nombre négatif, ni un nombre 0. Il va donner forcément quelque chose de positif. Regardez bien, si je fais ça, je vais saisir un nombre négatif. Si je saisis moins 2, il me dit de saisir à nouveau l'âge. On est bien d'accord? Tant que je saisis quelque chose qui n'est pas correct, la boucle ne lui laisse pas la possibilité de passer. On lui redemande de fournir la bonne information. Si je saisis aussi 0, ça ne passe pas parce que j'ai dit tant que c'est inférieur ou est égal à 0, redemande tout simplement la saisie. Maintenant, si je saisis 10, du coup, il dit que H est vraiment une information qui est correcte. On peut passer la ligne. Et lorsqu'on passe la ligne, on exécute maintenant la ligne suivante, cette ligne-là. Votre H est. Et en général, c'est comme ça que fonctionnent les informations. Les programmes, c'est comme ça. Lorsqu'on demande des informations, on sait que les informations ne seront pas forcément celles qu'on attend de la personne. Donc, on doit être en mesure de vérifier. On peut vérifier avec un if, sauf qu'un if ne redemande pas de saisir. Ce n'est pas quelque chose qui répète l'information. If vérifie tout simplement est-ce que l'information est correcte. Si ce n'est pas correct, lui, il dit donc tout simplement le sinon. Et c'est tout. Or, avec les structures répétitives, si la chose n'est pas vérifiée, on lui redemande de fournir à nouveau l'information.
jusqu'à ce que l'information fournie soit valide. Et là, maintenant, il peut passer la ligne pour exécuter d'autres choses. On est bien d'accord? Et en général, dans ce qu'on appelle les saisies des informations, si l'information doit vérifier un certain nombre de choses, on va utiliser une boucle de contrôle pour contrôler tout simplement la saisie. Oui, vas-y. Oui. Il part dans le else. Exactement. Ça veut dire qu'on a en plus besoin d'utiliser un if. On est bien d'accord? Par exemple, si je mets ici, if, voilà. Voilà, if âge inférieur ou est égal à 0, tu affiches juste un message, printf, voilà, tu vois, entrer un âge positif. C'est ça seulement que tu dois faire en fait. Tant que l'information n'est pas valide, puisqu'on veut répéter, tu vérifies. Parce que pour afficher le message, il faudrait vraiment que l'information ne remplit pas la condition. Oui, parce que c'est une seule ligne. Oui, c'est une seule ligne. Maintenant, je peux ouvrir la coulade, mais je mets juste une seule ligne. Tu peux voir. Donc, si je fais ça, ce qui va se passer, si je compile et que le programme en saisit quelque chose, on saisit. Déjà, si on saisit 12, on ne rentre pas. On est bien d'accord parce qu'on a dit tant que h inférieur ou est égal à 0. C'est là qu'on rentre dans la boucle. Si l'âge qui a été saisi est positif, on ne rentre pas pour redemander de saisir parce que c'est bon. Si je saisis quelque chose qui est négatif ou bien nul, là, il va rentrer dans la boucle. Voilà, si je saisis moins 1, il rentre dans la boucle. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Entrer un âge positif. Tu vois, bon, je n'ai pas fait un retour à la ligne. Mais il fait un message pour lui montrer pourquoi est-ce qu'on lui redemande tout simplement à nouveau de saisir l'âge. Parce que l'âge n'est pas positif. Tu vois? Donc, voilà. Donc, tu peux combiner, comme je l'avais dit tout à l'heure, des nombres positifs, du moins des conditions et des boucles. On est bien d'accord? Parce que si tu lui redemandes de saisir, tu lui demandes de saisir l'âge, il saisit quelque chose, tu lui redemandes de saisir l'âge, c'est possible qu'il ne comprenne pas pourquoi tu lui redemandes à chaque fois. Dans ça, ou bien dans ce genre de situation, tu fais une condition où tu lui expliques pourquoi il voit à nouveau le message s'afficher. Tu vois? Donc voilà, c'est juste ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? En programmation, on évite ce qu'on appelle des répétitions. C'est-à-dire une même chose qui se répète plusieurs fois. Déjà, lorsqu'on parle de boucle, déjà, c'est pour éviter ce qu'on appelle des répétitions. Ici, dans cet exemple-là, ce qui se répète, c'est quoi? Je mets ces deux lignes-là, les mêmes choses, je les ai mises ici dans la boucle-là. On est bien d'accord? Or, on pouvait faire ça juste une seule fois. Pas l'écrit ici et l'écrit ici en même temps. Mais avec la boucle while ou bien avec la boucle for, vous êtes obligé de le faire comme ça. Vous faites d'abord la saisie avant, parce qu'on sait que cette condition, pour qu'on puisse vérifier, il faut forcément qu'il y ait quelque chose dans H. Raison pour laquelle on a demandé de saisir en haut. On est bien d'accord, mais si ce n'est pas vérifié, il faut encore demander de saisir. Sauf qu'on a fait 2 fois. Avec la boucle for, ça sera la même chose. Mais on va voir maintenant comment la boucle do while fonctionne. Hein? Oui. On va essayer de comprendre comment do while fonctionne et puis après, on va prendre des exercices et on va les traiter en utilisant la notion des boucles là. Oui. Ouais. Au tout début, on faisait des formulaires, par exemple, le niveau de mort, votre âge et tout. Oui. Avec les boucles, est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne elle va donner son nom, son prénom, son âge. Mais s'il y a une information, par exemple des 4 informations qui manquent, elle passe la boucle, mais qu'elle ne lui demande plus de saisir les 3. Exactement. Oui, c'est possible. On verra. On va faire toutes ces choses-là. C'est bon? Oui, c'est possible. Ok, donc, tu es bien. Avec la boucle do while, déjà la syntaxe de la boucle do while est la suivante. On dit do crochet et puis on dit while condition. Entre parenthèses. Point virgule. Donc, contrairement au for et while, on dit que on rentre dans la boucle for uniquement si cette condition est vérifiée. Sinon, si ce n'est pas vérifié, on ne rentre pas. On rentre dans la boucle while si cette condition est vérifiée au moins une fois. Sinon, on ne rentre pas. Dans les deux boucles-là, on rentre lorsque au moins pour une fois ces conditions sont vérifiées. Contrairement à la boucle do while, ici où j'ai moins par rapport à ces deux autres boucles-là, la boucle while, regardez comment est-ce qu'on a sa structure. Ce qui veut dire que lorsqu'on va venir, parce qu'un programme, n'oubliez pas, un programme s'exécute de haut en bas.
On est bien d'accord? Lorsque vous écrivez printf bonjour, printf bonsoir, le bonsoir n'est pas affiché avant le bonjour. C'est le premier printf qui sera exécuté, ensuite le deuxième printf. Un programme s'exécute de haut en bas. Comme lorsqu'on fait int là-bas en haut et puis apprendre juste les variables en bas. Donc il sait qu'il a déjà été déclaré et ainsi de suite. Donc un programme s'exécute en bas. Donc si on voit la structure de cette boucle do while, lorsque le programme vient, il atteint do, il ne vérifie pas quelque chose. Il rentre d'abord et ensuite, après, il va vérifier quelque chose. Ça veut dire que la particularité de la boucle do while, c'est quoi? Que la condition qu'on va mettre ici soit vérifiée ou non, il va forcément s'exécuter au moins une fois. C'est obligé. Pourquoi? Parce qu'on ne définit pas d'abord la condition avant de rentrer. Donc, dès qu'on vient d'où, il rentre d'abord, il fait des traitements et ensuite, il vérifie la condition. Mais lorsqu'il vérifie la condition et que ça ne correspond pas, tu ne peux pas sortir. Donc, on peut dire que c'est une boucle qui est on peut dire que c'est ce qu'on appelle des pièges ici. Tu vas forcément rentrer pour une première fois, mais pour sortir, ça va être un peu plus compliqué. Il faudrait forcément que tu remplisses la condition avant de sortir, sinon tu restes dans la boucle. Et avec ce qu'on appelle les saisies ou bien le contrôle des saisies, ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'il faut forcément saisir pour une première fois avant de vérifier si la saisie n'est pas ce qu'on attend. On est bien d'accord? Maintenant, revenons ici. On va d'abord, avant de parler de la saisie, reprendre les mêmes choses que nous, on a fait avec ce qu'on appelle la boucle for avec la boucle while, c'est-à-dire afficher entre 1 et 10. Parce que tous ces boucles peuvent faire la même chose. Hein. Mais après, boucle do while a aussi une particularité. On va afficher de 1 à 10 en utilisant aussi la boucle do while. Parce qu'on l'a fait avec la boucle for, on l'a fait avec la boucle while, et on peut le faire avec la boucle do while. Et concrètement, comment ça va se passer? Ici, on va revenir après faire des exercices sur ces choses-là que j'ai mises là. J'ai fermé, j'ai effacé, voilà ça. Là, je vais mettre i. Ok. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de dire do et ici while tant que i inférieur ou est égal à 10. On est bien d'accord, c'est ça l'objectif. Et on doit afficher printf, voilà, pourcentage d. On fait un /n pour un retour à la ligne, un i, et on n'oublie pas de faire un i plus plus. Et aussi, surtout, il faut initialiser la valeur. Donc on dit i est égal à 1, à peu près comme la boucle while. On dit i est égal à 1, et ensuite on dit do, tu rentres, tu affiches, et on dit i plus plus, et là maintenant on dit while i inférieur ou est égal à 10. Si je lance ce programme, on voit qu'il fait exactement la même chose là. La même chose que faisait for, la même chose que faisait qui? Comment on appelle ça là? La même chose que faisait while, lui aussi fait. Mais il faut tout simplement respecter tout simplement cette syntaxe là. Do, et en bas, vous mettez while, la condition. Maintenant, suivez très bien. Si je mets 11 ici, on a vu qu'avec la boucle tant que, si je mettais i, valeur initiale 11, et que je dis tant que i inférieur ou égal à 10, on ne rentrait pas dans la condition. Du moins, c'est dans la boucle. Mais on va essayer de voir avec celui-là. J'ai mis i vaut 11. Et je dis ici, tant que i inférieur ou égal à 10. Je lance le programme et on va vérifier quelque chose à l'écran. Il affiche 11. Ça dit qu'il rentre dans la boucle. On est bien d'accord? Il rentre dans la boucle. C'est ce que je disais ici. En fait, la boucle do while, quelle que soit la condition, que ce soit rempli ou pas, il va forcément rentrer pour une première fois. Pourquoi? Parce que la structure ne demande pas la vérification avant de rentrer. On dit do, on fait d'abord la chose tant que maintenant. On est bien d'accord? Donc lorsqu'il vient de haut, il va rentrer d'abord dans la boucle, mais c'est pour sortir qu'il faut d'abord essayer de, pas essayer, mais de vérifier la condition. Si la condition elle est remplie, on sort, mais si la condition n'est pas remplie, on reste encore dans la boucle. Donc il va s'exécuter toujours et toujours au moins une fois, indépendamment de la condition. Maintenant, en fait, ce qui veut dire quoi? Si on essaie de prendre le programme tout à l'heure, où on faisait printf scanf en haut, et à l'intérieur faire encore printf scanf, ici, on peut tout simplement dire, on va changer, et mettre h, on va ici juste dire printf, une seule fois, on dit entrée votre h anti/n, et on fait scanf, pourcentage d, E commercial H. Et là, on va dire tant que
H tant que... Quand est-ce qu'on lui redemande de saisir? Tant que c'est inférieur ou égal à 0. Et maintenant, ici, on va faire ici, printf, votre H, la même chose qu'on a fait tout à l'heure, votre H est pourcentage D. Et je mets H. Regardez maintenant cette fois-ci. Donc ça là, je l'ai mis seulement une seule fois. En haut et puis en bas. Ah, non, avec la boucle do while, on n'est pas obligé de le mettre en haut. On est bien d'accord parce que lorsqu'il vient, il va forcément d'abord demander de saisir pour une première fois. Or, avec la boucle while, on sait que la condition là, il faudrait que quelque chose soit d'abord dans H avant qu'il teste. C'est pourquoi on fait la saisie d'abord avant. Et maintenant, si ce n'est pas vérifié, on redemande de saisir. Et donc, pour éviter de saisir et puis après encore mettre encore la saisie, on va préférer pour les contrôles de saisie, en général, on utilisera toujours la boucle do while. Comme ça, on écrit uniquement dans le do while la partie où on fait la saisie. Si ce n'est pas vérifié, ça sera redemandé. Maintenant, je relance ce programme. Je saisis moins de, il demande de saisir à nouveau. C'est la même chose que tout à l'heure, mais sauf que là, on n'a pas écrit printf scanf deux fois, on n'a écrit qu'une seule fois. On est d'accord? Pour la première fois, il a demandé. Parce qu'il ne teste pas l'âge avant de pouvoir faire d'abord la première saisie. Il fait d'abord la première saisie. Et ensuite, il vient maintenant demander, vérifier si ça correspond. Sinon, on reste dans la boucle. Si ce n'est pas vérifié, on reste. Si ce n'est pas vérifié, on reste jusqu'à ce qu'on saisit la bonne information. Et là, maintenant, on sort. Donc, c'est la même chose que la boucle while, mais sauf que, ici, sa particularité, c'est qu'il va obligatoirement, quelle que soit la condition, il va obligatoirement exécuter tout ce qui se trouve là entre le cocher pour une première fois. Obligé. Il va l'exécuter au moins une fois, indépendamment de la condition. Et donc, dans un programme où vous devez contrôler la saisie des choses, pensez à la boucle do while. Dans un programme où vous devez faire un certain nombre d'itérations, par exemple, vous devez saisir 10 valeurs, vous connaissez le nombre de valeurs, vous devez utiliser la boucle for. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les deux en même temps. On peut utiliser et la boucle for et la boucle do while en même temps. Et on verra un peu à peu près comment faire pour pouvoir les faire en même temps. Oui. Vas-y. Il n'y a pas la notion de Aussi, on a fait tout à l'heure. Mais sauf que tu n'as pas vu. Lorsqu'on faisait i jusqu'à 10 là, on a fait i++ à l'intérieur de do while. Oui. La question. Dans le do, par exemple, lorsqu'on vous demande dans l'interface de votre mot de passe, Oui. si vous échouez 3 fois, ça s'arrête. Ici aussi, on peut utiliser le if break. Oui, possible. Par exemple, regarde. Supposons qu'on voudrait que lui saisisse son âge. S'il saisit son âge 3 fois et qu'il n'a pas saisi le bon âge, on sort et puis on lui dit, genre, bon, au lieu de dire âge, on va prendre quelque chose de un peu plus concret. Supposons qu'on prend, non, pas mot de passe, mais on va saisir un mot et puis on va dire quoi? On a un nombre, on saisit un nombre. Et on a d'abord un chiffre qui est un chiffre secret. Et on lui demande de saisir un nombre et on va vérifier est-ce que le nombre là correspond au chiffre secret. Et on lui donne 3 tentatives. Il saisit 3 fois. Si le premier qui saisit ça correspond, il a gagné. Si le deuxième, bon, il n'a pas réussi le premier et qu'il saisit le deuxième et que ça correspond, il a toujours gagné. S'il n'a pas réussi le premier, le deuxième et que sur le troisième ou bien la troisième tentative, il réussit, il a gagné. Mais que s'il n'a pas réussi pendant les 3 tentatives, on lui dit qu'il a perdu. C'est bien, c'est juste un petit exercice. Et on va essayer on va dire quoi? S'accaparer de cette notion. Ok. Donc, ça veut dire que je vais avoir un int, quelque chose comme ça, que je vais appeler secret. Je lui donne la valeur 2. Et je demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Et le nombre, si c'est 2, la personne a gagné. Jusque-là, vous me suivez? Ok. Maintenant, je vais dire ici, val, qui sera la valeur saisie par l'utilisateur. Maintenant, dans ce cas aussi, il faudrait que je sache, pour dire qui saisit 3 fois, si on veut même, on peut utiliser une boucle for, mais on peut utiliser la boucle do while. Mais si on veut utiliser la boucle do while, on va faire ça, tenta, virgule, je mets tenta, où est ma virgule là? C'est ça? Non, c'est ça. Tentative. Je mets 3, nombre de tentatives, maximum. Si je veux, je peux l'utiliser sous forme de constantin. Je pense const
type int, et je mets tente est égal à 3. Ok. Maintenant, voilà, je vais l'effacer ici. Donc, je dis, on va avoir 3 tentatives. Mais il faudrait que je sache maintenant si j'ai fait une tentative ou bien si j'ai fait 2 tentatives. Ça veut dire que j'ai besoin d'un indice qui me permet, ou bien un compteur qui me permet de savoir si j'ai fait une tentative ou bien 2 tentatives. Par défaut, je dis que, par exemple, compteur est égal à 0. Il n'a pas encore commencé les tentatives. Pour chaque tentative, je fais avancer le compteur pour jusqu'à atteindre les 3 tentatives. Tu vois comment est-ce qu'on réfléchit pour répondre au programme, tu vois? C'est comme ça qu'on fait l'analyse. Donc je dis, j'ai le nombre de tentatives, maximum c'est 3. Maintenant, ce CPT-là me permet après de dire quoi? Quand est-ce que je vais arrêter de lui redemander de saisir? S'il n'a pas saisi pendant plusieurs fois, on va vérifier juste en fonction de CPT et temps pour dire d'arrêter l'exécution. On est bien d'accord? Ok. Maintenant, quand est-ce que lui, il saura que l'information elle est bonne? Donc déjà, lorsqu'on vient dans la boucle, on va lui demander d'entrer un nombre. On est bien d'accord? On lui dit d'entrer un nombre. Ok. Et il va saisir dans val. C'est la première tentative. On est bien d'accord? On fait CPT++. Pour chaque saisie, c'est une tentative. Donc, pour savoir si c'est la première tentative, on fait CPT++, ça fait une. Si on revient plus tard et qu'on demande de saisir, CPT passe à 2, ça veut dire 2 tentatives. Tu vois le truc? Ok. Mais non. If, si tu veux, if par exemple, si, oui, si secret, le problème c'est que si on vérifie si secret est différent, oui, si on vérifie si val est différent, on est bien d'accord, ça va être un peu un problème. Nous, on va vérifier si est égal dans la boucle. On est bien d'accord? On va vérifier si c'est est égal au secret. C'est la même chose que tu veux dire, mais tu parles de différent. Mais moi, je dis tout simplement, on va vérifier si c'est est égal au secret. On est bien d'accord? Si c'est est égal au secret, on va afficher printf. Printf, vous avez réussi. Réussi, c'est avec E ou bien c'est comme ça? Bon, on le met comme ça, c'est pas grave. Mais non, s'il a réussi, pas besoin de lui redemander encore de saisir. On est bien d'accord? On peut mettre break. S'il a réussi, on peut sortir. Mais non, sinon, ça veut dire que il a saisi une valeur, mais la valeur là ne correspond pas au secret. On est d'accord? Maintenant, ok, jusque-là, ça va. Mais ça ne veut pas dire que directement on va lui dire qu'il a échoué. Non. S'il saisit une valeur et que la valeur ne correspond pas, si c'est la première tentative, on ne va pas lui dire que c'est échoué. On va lui laisser une autre tentative. S'il saisit encore et que ça ne correspond pas, on ne va pas lui dire qu'il a échoué. On va lui laisser la troisième tentative. Si, pour la troisième tentative, il saisit et que ça ne correspond pas, je dis bien si pour la troisième tentative, il saisit et que ça ne correspond pas, c'est là, et c'est le moment-là, qu'on va lui dire qu'il a échoué. En d'autres termes, le else va être accompagné d'un if. On est bien d'accord? Le else va être accompagné d'un if. Et dans le if, on va dire quoi? If cpt vaut 3, ou bien on dit vaut tentative, ou bien 3. C'est la même chose. Je vais dire 3. Et là maintenant, ce que tu disais vient ici. Éval différent de secret. On a 3 tentatives et puis la valeur ne correspond pas au secret. Et donc c'est là qu'on dit printf, vous avez échoué. Et puis on peut mettre break. On est bien d'accord? Maintenant ici aussi, ici on va savoir quelque chose. Nous, notre objectif c'est d'avancer le compteur jusqu'à ce qu'il atteigne une tentative. Donc on va dire tant que CPT inférieur, comment je l'ai appelé? Tente. Hein? Tant que CPT inférieur à tente, c'est-à-dire le nombre de tentatives. Ou bien je peux dire directement strictement inférieur à 3. On est bien d'accord?
Et dans ce cas, je vais effacer votre âge là, on n'en a plus besoin. Maintenant, regardons bien comment maintenant ce code-là va se comporter. Alors, première tentative, je saisis 5. Il sait que ça ne correspond pas au secret. Mais il ne dit pas que vous avez échoué. Je saisis 2. Il dit vous avez réussi. On met break. On ne lui demande pas la troisième tentative parce qu'il a réussi. Regardez bien. Ce que j'ai dit, c'est quoi? S'il réussit, si ce n'est pas encore les 3 tentatives, mais le problème c'est qu'il a réussi, pas besoin de lui redemander. On sort. On est bien d'accord? On force l'arrêt. Mais on sait très bien que compteur n'est pas encore tente. N'est-ce pas? Ok. Je vais encore reprendre. Et on va saisir 3 valeurs qui ne correspondent pas. Je saisis 4, 56, 9. Là maintenant, lorsque je saisis 3 valeurs qui ne correspondent pas, il m'affiche une seule fois, vous avez échoué. Donc j'ai dit quoi? Vous avez échoué, je l'ai conditionné en disant que si le signe du val est égal à secret, je dis si compteur est égal à 3, ça veut dire qu'on a bien essayé les 3 tentatives. Comment savoir les 3 tentatives? Parce que pour chaque tentative, on compte. On compte, on dit que c'est la première tentative. Après, on dit que c'est la deuxième tentative. Mais il faut savoir que lorsqu'on dit compteur, il faut au début initialiser par 0. Pour dire qu'au début, on n'a pas encore tenté. Si maintenant il saisit pour une première fois, on dit CPT++ pour dire qu'il a fait une tentative. Et après, 2 tentatives, 3. Ok, revenons ici. Donc je dis, si le nombre de tentatives, ça fait 3, et qu'en même temps, ce qui se trouve dans val est différent de secret, c'est seulement là qu'on va lui afficher ce message-là. Est-ce que tu vois? Donc, on peut mettre des breaks dans une boucle avec des conditions, comme tu l'as vu là. Mais surtout pour la boucle de while, c'est ce que tu cherchais. Regarde comment est-ce qu'on peut mettre avec la boucle de while. Et donc, du coup, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à atteindre ça. C'est bon? Ok, maintenant, jusque-là, vous comprenez à peu près comment ça fonctionne. On va prendre la série d'exercices que j'ai envoyés et on va traiter. Oui. Est-ce qu'on peut mettre... Je n'ai pas compris. Au lieu de mettre else if, on met juste else. Ou bien on enlève le else là. Comme ça, on efface comme ça, on met comme ça. Oui. Oui. Mais d'abord, je laisse le else if. Est-ce que j'enlève le else là? Je l'ai déjà enlevé comme là. Ok, mais non, ce qui se trouvait là-bas, la condition. C'est-à-dire que ici, dans le while, non, mais non. Il faut mais non. Savoir, si vous voulez mettre 2 conditions, il faut utiliser au moins un opérateur de liaison entre et ou. Mais non. Est-ce qu'on va utiliser et, c'est-à-dire comme ça, ou bien est-ce qu'on va utiliser ou comme ça? Mais non. Ton exercice, c'est de dire quoi? Si le compteur est inférieur ou est égal à tente, et ou bien ou. On va utiliser et ou bien ou, selon toi, par rapport à ce que tu veux dire là. Supposons, on dit et, on dit val différent de secret. Bon, regarde bien. Dans le if, dans le else if là, j'avais dit si compteur est égal à 3. J'ai dit et, j'ai dit val différent de secret. C'est ce que j'avais mis comme condition dans le else if. Maintenant, donc, ici, quand tu dis while compteur inférieur à tente et tu prends ces conditions, tu mets ici. Le problème, c'est que nous, on aura un peu du mal après à afficher vous avez échoué. Ici, après le if, dans ça, si tu mets ici, en fait, on peut faire la même chose, mais en mettant le vous avez échoué en bas, sans else. Toutefois, on a besoin d'une variable qui nous permet de vérifier si on n'a pas trouvé carrément du tout. C'est-à-dire que si on n'est pas rentré là, on est bien d'accord? Mais regarde bien. Le même exercice là, on ne va pas mettre la condition là ensemble avec ton. Je vais faire ça, regarde bien. Je fais juste ça. Maintenant, je vais vérifier, je vais mettre ici une variable que j'appelle OK, que je mets 0. OK, 0, ça veut dire quoi? Que je ne l'ai pas encore trouvé. Si je trouve que ça correspond, c'est-à-dire si je saisis parmi les 3 tentatives, si au moins une information est égale au secret, je change la valeur de OK. Je dis OK est égal à 1. Donc OK, c'est comme un booléen.
0, 1. 1 pour dire qu'on a réussi. 0 pour dire qu'on n'a pas réussi. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de mettre quoi? 1 else. Je sors tout simplement de la boucle. Je dis if OK garde la valeur de 0. On dit printf. Vous avez échoué. Peut-être ça peut sembler encore un peu plus simple pour certains. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les deux conditions, donc on dit, lorsqu'on trouve, on affiche vous avez réussi et on met OK est égal à 1. Quand OK est égal à 1, on sait qu'on a réussi. Parce que c'est uniquement là qu'on met OK est égal à 1. Mais non, on avait dès le début mis OK est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que si OK n'est pas 1 à la sortie de la boucle, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir tester est-ce que OK est égal à 0. Si OK est égal à 0, ça veut dire qu'il n'est pas rentré, ne serait-ce qu'une seule fois là dans ce if. Si je relance ce programme, je saisis par exemple 2. Vous avez réussi. Et lorsque vous avez réussi et qu'il sort de la boucle, il va venir tester ce qui se trouve là. Mais sauf que lorsqu'il teste, est-ce que OK est égal à 0? Non, parce que là, on avait mis OK à 1 lorsqu'on est rentré dans ce if. On est bien d'accord. Je vais ressaisir à nouveau d'autres valeurs. Je saisis 4, je saisis 3 et je saisis 89. On est bien d'accord? Pour chaque valeur que j'ai saisie, à aucun moment ça ne correspond. Et donc, ce qui veut dire que OK n'a pas été modifié. OK reste 0. Mais si OK reste 0, on est bien d'accord? Il va rentrer ici pour dire que vous avez échoué. Donc, vous pouvez déplacer le message, le mettre une seule fois ici, mais en fonction d'une variable qui va être booléen. Oui, on a trouvé ou bien non, on n'a pas trouvé. Si on a trouvé, on donne la valeur 1. Si on n'a pas trouvé, la valeur reste 0. Donc, il y a plusieurs autres manières que tu peux utiliser. Et donc, pas besoin de mettre après le else if. Ça. J'efface ça. J'efface ça. Tout ça là. OK. OK. Oui. Comme ça. Comme ça. Si je lance le programme. Regarde bien. En fait, quand vous mettez quelque chose qui n'est pas dans une condition, ça sera toujours exécuté. Le printf, vous avez échoué. Déjà, 1, ne se trouve pas dans une condition. 2, ça ne se trouve pas dans la boucle. Ça veut dire qu'après avoir fait tout, il va forcément venir exécuter ce printf-là. Même si tu as réussi, il va toujours afficher vers la fin, vous avez échoué. Est-ce que cela veut dire en fait? Regarde, si je lance ce programme, je saisis 2. Vous avez réussi, vous avez échoué. Tu vois, dans le message là, tu ne peux pas l'afficher juste comme ça en fait. Vous avez échoué. Vous avez échoué uniquement lorsque tu fais les 3 tentatives. Tu n'as pas trouvé. C'est là qu'on affiche ce message. C'est pourquoi on pose une condition avant de dire vous avez échoué. Tu vois le truc? Voilà, c'est juste ça. Oui. Oui, après tu fais un autre printf. Bon, tu ne vas pas, ouais, tu diminues juste le nombre de répétitions. Exactement. Exactement. Tu vas juste faire CPT moins. On est bien d'accord? Comme ça, on ne va pas voir le compteur qui avance. Maintenant, on va revenir prendre un petit peu les choses, comment on appelle ça là? Les exercices qui sont un peu plus simples. On va essayer d'apprendre la notion de la boucle. On est bien d'accord? Là, j'essaie d'expliquer des choses en fonction de ta question, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend le niveau là en fait. On va revenir, prendre des exercices aussi simples et appliquer la notion de boucle dessus. Ok. Donc j'ai envoyé un TP à votre... Non. J'ai envoyé ça à Abdou. Il va partager. Dans ça, il y a une série structure itérative. Voilà. Il y a énormément d'exercices dedans. Maintenant, on va commencer par des choses simples. C'est-à-dire l'exercice 0. Mais fais-moi un peu de zoom. Voilà. Ok, prenons l'exemple. Exercice 1. On nous demande un programme qui permet d'afficher la table de multiplication.
Pour une table de multiplication, on connaît la limite. On peut faire jusqu'à 12 ou bien jusqu'à 10. C'est bon? Maintenant, suppose qu'on va faire jusqu'à 10. Et donc, lorsque vous connaissez le nombre d'itérations, c'est ce que je disais. De préférence, vous pouvez utiliser la boucle for. De préférence. Parce qu'on ne fait même pas la saisie. La boucle do while va intervenir chaque fois qu'on parle de saisie. Mais lorsque vous connaissez le nombre d'éléments à traiter, vous pouvez utiliser la boucle for. Si je fais une boucle for i est égal à 1, i inférieur est égal à 10, ça me fait 10 itérations après. On est bien d'accord? On peut le faire comme ça. Concrètement, pour répondre à cette question-là, il faut d'abord qu'on demande de saisir un nombre. Et ensuite, faire une boucle et après afficher la table de multiplication. Maintenant, suivez bien pour comprendre. Comment est-ce que moi, je vais m'y prendre? Je vais faire TP boucle exo1.c dièse include. Bon, je vais mettre la variable n et puis la variable i. N qui représente le nombre qui sera saisi, le nombre dont on cherche la table. Et puis i, l'indice de parcours. Je ne vais pas contrôler la saisie, je lui demande juste de saisir un nombre. Entrer un nombre. Si saisit 2, on affiche la table de multiplication de 2. Si saisit 5, on affiche la table de multiplication de 5. Mais 2 ou bien 5 se trouvent dans n. Voilà. Donc, on lui demande de fournir un nombre et ensuite, on affiche la table. Pour afficher la table, il faut faire le parcours en précisant l'intervalle de 1 jusqu'à 10. Donc, i commence à 1, i inférieur ou est égal à 10, i plus plus. Bon, cette boucle-là, maintenant, elle est familière. On est bien d'accord? Si je fais une boucle for i est égal à 1, i inférieur ou est égal à 10, i plus plus, on sait que i commence à 1, après, i reçoit i plus 1. Ça fait 2. Après, on passe à 3. Après, on passe à 4 jusqu'à 10. On est bien d'accord? Et nous, notre objectif, c'est d'afficher la table sous ce format-là. On est bien d'accord? Le 5 là, 5, 5, 5 là, ce n'est rien d'autre que le n. Le 1, 2, 3, celui qui évolue, c'est i. I qui quitte 1, après 2, après 3, après 4. Et puis est égal, et puis le résultat de i fois n. On est bien d'accord? C'est i qui fait 1 jusqu'à 10. 5, la valeur, ou bien la valeur qu'on saisit, on saisit dans n. On est bien d'accord? Et puis le résultat, c'est-à-dire ce qu'on a saisi, le n, multiplié par tout simplement l'indice de parcours. Ok, concrètement, ici, pour afficher, on a juste à utiliser printf. Maintenant, celui qui change ici, là, on a dit que c'est la valeur de i. Mais pour afficher, ce n'est rien d'autre qu'un pourcentage d dans un double quote. On dit pourcentage d pour avoir après la valeur là, et puis on écrit étoile, et puis on écrit pourcentage d. On est toujours dans les doubles quotes. Donc, on va avoir pourcentage d, étoile, pourcentage d est égal pourcentage d. On est bien d'accord? Est égal pourcentage d. Et maintenant, pour chaque pourcentage d, il faut identifier quelle variable on va afficher le contenu. Qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on a 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Celui qui fait ça, une variable résultat. Bon, voilà, on peut le faire. On peut mettre ici résultat. Et maintenant, on dit d'abord résultat est égal i fois n. On est bien d'accord? Ok, lorsque i est égal à 1, il fait 1 fois n. Lorsque i est égal à 2, il fait 2 fois n. On est bien d'accord? Ok, comme ça, après, on va l'utiliser comme troisième paramètre. Mais revenons ici, donc on a dit, ce qui fait 1, 2, 3, 4, c'est 10. C'est i, n'est-ce pas? Donc, après les doubles quotes, la première chose à envoyer, c'est i. C'est i, la valeur de i ici. La deuxième chose, c'est quoi? Le deuxième pourcentage d, c'est ce qui a été saisi, c'est-à-dire le n. On est bien d'accord? Je mets virgule, n. Et la troisième chose, c'est res. Maintenant, pour passer à la ligne suivante, on n'oublie pas de mettre ici anti-slash n. Et puis on va revenir sur le code. Si je fais ça, et je saisis 5, il affiche bien et bien la table de multiplication de 5. Donc, il fait d'abord un parcours de 1 jusqu'à 10. Et pour chaque valeur de i, il le multiplie avec la valeur qu'on a saisie, c'est-à-dire le 5.
Et ce qui vous reste, c'est tout simplement un format d'affichage. Pourcentage D, étoile, pourcentage D est égal pourcentage D. À la place du premier, c'est le I qui varie. À la place du deuxième pourcentage D, c'est N, le nombre qui a été saisi. Et à la place du troisième pourcentage D, le résultat du calcul. I fois N. Ainsi, on a affiché la table de multiplication. Maintenant, si vous donnez un autre nombre, ça va fonctionner toujours. Si je saisis 12, il va quand même faire la table de multiplication de 12. Quel que soit le nombre, il va faire la table de multiplication jusqu'à 10. Et donc, réellement, c'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir répondre à des questions qui nécessitent ce qu'on appelle l'utilisation des structures itératives. Est-ce qu'il y a des questions? Suivez bien. On est en train d'entamer un nouveau chapitre. Quelle que soit votre question, c'est toujours la bienvenue. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, la moindre petite chose, vous me posez la question. Est-ce que vous avez compris? Hormis ceux qui viennent de s'inscrire, les autres, est-ce que vous avez bien compris ce qui se passe là? La notion de boucle. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, madame? Comment? Oui, ici. Oui, et puis plus. La dernière fois, tu étais là. Je parle de hier, en fait. Tu étais là. Ok, mais non. Je vais revenir sur cette notion-là. Donc, c'est bien. Nous, ce qui nous intéresse sur ce qu'on appelle le chapitre, ou bien le pourquoi du chapitre, c'est quoi? De faire, c'est-à-dire éviter d'écrire 1 million de lignes de code si on peut écrire seulement 3 lignes de code. C'est-à-dire faire en ce sens qu'on répète une série d'instructions plusieurs fois. Dire bonjour, si on vous demande de dire bonjour 100 fois, tu vas dire bonjour, bonjour, bonjour. On est bien d'accord? Comment faire pour que tu dises juste bonjour et puis cela soit affiché 1000 fois? Tu comprends? C'est ça la notion en fait des boucles là. Et hier, on avait pris un exemple qui est un peu plus simple. Donc, on dit, on a 3 boucles pour pouvoir répéter une série d'instructions, à savoir la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Je n'ai pas dit en programmation, il n'existe que 3 boucles. Non. J'ai dit pour le moment, on sait, on utilise les 3 boucles. Plus tard, on verra d'autres boucles qui existent. Mais non. Pour ces 3 boucles-là, ou bien les 3 boucles sont for, while et do while. Juste en haut là-bas, j'ai précisé ce qu'on appelle la syntaxe d'utilisation de la boucle for. Je dis comment est-ce que la boucle for s'exécute ou bien est structurée. On met for entre parenthèses la condition initiale, point virgule, la condition d'arrêt, la condition où on va atteindre, point virgule, dire maintenant comment quitter de la condition initiale jusqu'à la condition d'arrêt. Après le deuxième point virgule, c'est ça ce qu'on appelle le pas. Regarde en haut, pas le code, mais en haut là-bas. C'est ce qu'on appelle la structure de la boucle for. Condition initiale, point virgule. Où est-ce qu'on commence ce qu'on appelle la condition initiale? Après le point virgule, condition d'arrêt. Où est-ce qu'on part? Et ça, on appelle, genre, condition initiale, par exemple, on dit, je quitte Easy Sam. Point virgule. Condition d'arrêt, je pars à Easy Cœur Massa. Point virgule. Comment maintenant je fais pour quitter ici pour aller là-bas? C'est ça le troisième point, qu'on appelle le pas là. Tu dis comment tu fais pour avancer d'ici jusqu'à arriver à Kermassa. Donc si on veut par exemple afficher 10 bonjours, on va commencer toujours par traiter le premier bonjour. Après le deuxième bonjour jusqu'au 10e bonjour. Est-ce que là, jusque-là, tu me comprends? Ok, donc il faut être en mesure de dire que le bonjour que j'ai affiché là, c'est le premier. Et après plus tard, dire que le bonjour que j'ai affiché, c'est le 10e bonjour. Ce qui nous fait un total de 10 bonjours.
Et qu'est-ce qu'on fait en général? On crée une variable qui nous permet de compter pour savoir est-ce que c'est la première fois qu'on a affiché, c'est la deuxième fois, la troisième fois. Quand on dit c'est la première fois qu'on a affiché bonjour, on dit i est égal à 1. La variable, tu peux le donner genre le nom que tu veux. Mais je dis que je vais commencer par faire pour la première fois la chose. Je dis i est égal à 1. Et maintenant, je dis, je vais aller jusqu'à atteindre 10, c'est-à-dire faire 10 répétitions. Quand tu quittes 1 pour aller jusqu'à 10, normalement, ça fait 10. Mais ça fera 10 uniquement si tu dis, j'avance de plus 1. On est bien d'accord? Si tu avances de plus 2, ça ne fera pas 10. Même si tu quittes de 1 jusqu'à 10, si tu fais de 2, 2, tu ne fais pas 10 répétitions. Est-ce que tu vois? Dans le troisième, c'est de préciser maintenant comment faire de 1 jusqu'à 10 et faire 10 fois la répétition. Donc, dit, on quitte 1, après on avance de plus 1. Si on avance de plus 2, on fait que 5 répétitions. Si on avance de 3, on fait peut-être 3 ou bien 4 répétitions. Donc, c'est ce qu'on appelle le pas. Parce que c'est la même chose. En fait, disons, si on part de 1 jusqu'à 10, c'est-à-dire de ici jusqu'à Kermassa, et qu'on fait ici I++, c'est comme une personne qui marche pour aller à Kermassa. Et la durée, ça va faire 10 secondes. Maintenant, une personne qui prend l'avion ici pour aller à Kermassa, c'est-à-dire il fait un autre pas, par pas de 3, par exemple, par pas de 4. C'est plus rapide qu'il va atteindre. Il ne va pas faire 10 fois. Tu vois un peu le truc. C'est ça. Maintenant, donc, cette variable, c'est toi qui crée. En fonction de la chose, tu dois savoir à partir de combien ou bien de quand tu commences la répétition. Nous, ici, par exemple, nous, on voulait afficher la table de multiplication d'une valeur. Et la table de multiplication, on commence toujours la multiplication avec 1. Donc, lorsqu'on crée i est égal, on crée une variable i, on dit i est égal à 1. Pour dire quoi? La première chose qui sera affichée dans la table de multiplication, c'est le produit du nombre avec 1. Est-ce que tu vois? Si on veut afficher des nombres entre 5 et 10, on va mettre ici 5. La première chose qu'on traite, c'est 5. Est-ce que tu vois? En fonction du contexte, quoi. De 5 à 10, quand je mets i est égal à 5 jusqu'à 10. De 1 à 10, je mets i est égal à 1 jusqu'à 10. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ce qu'on appelle la condition initiale. Maintenant, la condition d'arrêt, c'est-à-dire quoi? Nous, on veut faire la table de multiplication. On peut aller jusqu'à 10, on peut aller jusqu'à 12. Ici, précisément, j'ai dit qu'on va se limiter à 10. Et donc, j'ai dit i inférieur est égal à 10. Mais quand est-ce qu'on dit inférieur ou est égal? On a d'abord la condition initiale. J'ai dit 1. Et comme on va aller jusqu'à 10, c'est-à-dire aller jusqu'au plus grand, on dit inférieur ou est égal. Je quitte quelque chose de plus petit. Je quitte 1. Je vais aller jusqu'à 10. C'est ça l'objectif. Je quitte 1 et je vais aller jusqu'à 10. Donc, je dis i inférieur ou est égal à 10 parce qu'il commence par quelque chose de plus petit. Maintenant, pour quitter 1 jusqu'à 10, je fais juste maintenant le troisième paramètre là. Je fais 1. I++, ça veut dire i est égal à i plus 1. Donc, hormis ce qui se trouve là, CTRL Z, hormis ce qui se trouve là, si je fais cette boucle là et que je fais ce que j'étais en train de dire, printf bonjour, cela est équivoque à dire d'afficher 10 fois le mot bonjour. C'est ce que cela veut dire. Il va afficher 10 fois le mot bonjour. Ici, regarde, il affiche 10 fois le mot bonjour. Mais concrètement, comment? Lorsque i commence à 1 là, il va afficher bonjour. Après, le i++, ça veut dire que le prochain i, ou bien la prochaine valeur de i, ça sera i plus 1. Donc, ça dit 2. Il va afficher. Pour chaque i, il exécute tout ce qui se trouve entre le crochet de for. Pour chaque i est égal à 1, il exécute tout ce qui se trouve entre le crochet. Et dans le crochet, c'est uniquement bonjour. Il affiche. Il passe à 2, il va bonjour, il affiche. Il passe à 3, jusqu'à 4, 10, il affiche les 10 bonjours. Tu vois le truc? Voilà, donc il va faire 10 répétitions. Si on écrit la boucle comme ça. Et maintenant, nous, ce qui nous intéressait, c'est quoi? C'est qu'au lieu de faire l'affichage de bonjour, nous, ce qui nous a été demandé, c'est d'afficher la table de multiplication. La table de multiplication. Encore une autre chose, pour être même sûr, si je mets ici pourcentage D, on est bien d'accord? Je vais afficher la valeur de I pour voir, en fait, quelles sont les valeurs que I prend pour exactement savoir est-ce que I est égal à 1, après passe à 2, ainsi de suite. Si je fais ça, regarde bien. Ce que tu verras à l'écran, tu vois 1 jusqu'à 10. Regarde bien, ce que tu vois à l'écran là, c'est 1, donc j'ai affiché la valeur de I.
Et quand i est égal à 1, il affiche 1. Après 2, 3 jusqu'à 10. On est bien d'accord jusque-là, est-ce que tu me suis? Il affiche toutes les valeurs de i. Maintenant, regarde bien, sur la table de multiplication, ici en réalité, on va afficher 1 fois 5, 2 fois 5, 3 fois 5, jusqu'à ce qu'on affiche 10 fois 5. C'est ce que nous on cherche. Mais 1 jusqu'à 10 là, ce qui nous a été donné par ici dans le programme, on a bien vu que c'est le i là qui nous donne 1 jusqu'à 10. Le 1, 2, 3 jusqu'à 10 là, c'est bien le i qui nous donne ça. Et maintenant, 5 là, c'est le nombre qui a été saisi. Tu vois? C'est le nombre qui a été saisi. Et puis maintenant, donc ça veut dire que si on prend le nombre qui a été saisi, on multiplie par i, ça nous donne le résultat là. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, on a ce programme là, ici. Si je fais CTRL Z, raison pour laquelle on a cette ligne. On a dit que pour chaque i, lorsque i est égal à 1, d'abord, le programme s'exécute de haut en bas. On va lui demander de saisir un nombre, il saisit le nombre. S'il saisit 3, 3 se trouve dans n. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, tu me suis? Ok, maintenant, on rentre dans la boucle. I va commencer à 1. Et qu'est-ce qu'il dit? Résultat est égal I qui vaut 1 multiplié par 3 qui se trouve dans n qu'on a saisi là. Donc, il va faire 3 fois 1. Il met dans résultat. Et ici, pour l'affichage, on a affiché la valeur de I. Quand I vaut 1, il va afficher 1 à la place du pourcentage D. Il va afficher 3 ici, ce qui se trouve dans n. Il va afficher le résultat, c'est-à-dire le 1 fois 3 là, à ce niveau. On est bien d'accord? Après, le prochain, I, c'est 2. Lorsque I passe à 2, ce qui se trouve là, ça va faire 2 fois 3. C'est-à-dire, n, on a dit qu'on a saisi 3. Donc, il va prendre 2 fois 3 et mettre dans le reste. Ça veut dire qu'il aura 6. Et dans l'affichage, il va afficher d'abord la valeur de I, c'est-à-dire 2. Il va afficher la valeur de n qui ne change pas, c'est-à-dire 3 qu'on a saisi. Et il va afficher le résultat de 2 fois 3 à ce niveau-là. Après, lorsque I passe à 3, c'est la même chose. 3 fois 3, il le met ici. Il affiche 3, il affiche 3, il affiche le résultat. Après, il passe à 4, il dit 4 fois 3, il met ici. Il affiche la valeur 4. Parce qu'on a dit chaque I, on a vu ici, lorsqu'on a affiché I, 1, après 2, 4, ainsi de suite jusqu'à 10. Dans la place du premier pourcentage D, ça serait les valeurs de I. À la place du deuxième pourcentage D, ce que nous on a saisi, la valeur de N. Et à la place du troisième pourcentage D, on a bien le résultat qui se trouve là, produit de I fois N. Et c'est ce qui nous a donné tout simplement le résultat qu'on a vu tout à l'heure. Si je saisis 6, on a un produit de 6. Ce 6 là, c'est ce N là qui ne varie pas. Le 6 qu'on a saisi, il est là. Ce deuxième pourcentage D là, c'est le 6. Et maintenant, le 1, 2, 3, on a dit que c'est I. On est bien d'accord? I est égal à 1 après 2, 3. Maintenant, 1 fois 3, 6 est égal. 6, c'est le résultat. Quand I est égal à 1, il fait 1 fois 6. Quand I passe à 2, il fait 2 fois 6. Il met dans le résultat. Quand I est égal à 3, il fait 3 fois 6. Mais avec le temps, tu vas encore mieux comprendre la notion de boucle. Maintenant, ceux qui sont nouveaux là. Ok, tu es bien. Normalement, si on n'organise pas des séances de coaching pendant la semaine prochaine, la semaine des fêtes là, moi personnellement, je vais organiser une séance uniquement pour l'enregistrer, pour vous mettre à jour. Parce que j'aimerais que, Inch'Allah, lorsqu'on revient ici, que tout le monde soit au même niveau. On est bien d'accord? Donc, je peux organiser des choses qu'on peut venir faire ici, ou bien, selon vos disponibilités, on le fait en ligne. Ça dépend. On est bien d'accord? Maintenant, pour ceux aussi qui étaient là, qui n'ont pas compris, ils peuvent aussi participer à ces séances-là. C'est bon? Maintenant, revenons ici, là. Oui. Attends. Tu as dit I est égal à I++. Moi, je dis juste I++. Lance le programme. Qu'est-ce que tu vois? Vas-y, saisis. Ce que je dis là, efface. Le I est égal à I++, tu mets juste I++. Ou bien tu mets I est égal à I+1.
comprends que là, tu fais juste i plus plus ou bien tu fais i est égal à i plus 1. Tu comprends? Tu fais i est égal à i plus 1 ou bien tu mets i plus plus mais pas i est égal à i plus plus. Ah, peut-être c'est à cause de ça. Mais mets juste i plus plus. Tu vas voir. Bien, voilà. I est égal à i plus 1. C'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce qui est plus simple là? Qu'est-ce qui est plus simple? Prenons l'exercice 1. Suivez bien. Nous, on veut saisir un certain nombre de valeurs. Par exemple, on veut saisir 100 valeurs. Et parmi les 100 valeurs, on veut chercher le minimum. Bon, on va d'abord faire un à un. On va d'abord chercher le minimum. On va faire la même chose, chercher le maximum. Et on va faire un autre exercice qui regroupe les deux. On est bien d'accord. Donc, on fait un programme qui saisit 100 valeurs et on veut chercher le maximum. Et lorsqu'on vous dit dans un programme, par exemple, on dit écrire un programme qui permet de saisir, qui permet d'afficher le max et le min d'une série de n valeurs, ça veut dire que tu ne connais pas le nombre de valeurs que tu dois saisir à l'avance. On est bien d'accord? Quand on dit n valeurs, ça veut dire que c'est plusieurs valeurs. Mais vous ne connaissez pas le nombre de valeurs à l'avance. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à demander, c'est combien de valeurs on va saisir le contenu de n. On est bien d'accord? Et lorsqu'on a le nombre de valeurs, on peut lui permettre de saisir les n nombres. On est bien d'accord? Et maintenant, donc concrètement, c'est comme ça que ça va se passer. On lui demande combien de valeurs il veut. Ensuite, on va lui demander les valeurs individuellement. Maintenant, pour chercher le maximum d'une série de valeurs, il faut savoir que avant d'avoir la série de valeurs, on a d'abord 0 valeur. Ensuite, on a toujours la première valeur. Et après, maintenant, les autres vont venir. C'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, on n'a pas de valeur. Et après, on a d'abord une première valeur et ensuite d'autres. Et lorsque la première valeur, c'est bien, voilà. Lorsqu'on a la première valeur, les 99 autres valeurs n'existent pas. C'est lorsqu'on a au moins deux choses qu'on fait une comparaison pour chercher le maximum. C'est bon? Regardez bien comment ça fonctionne. Je vais le faire étape par étape. Et puis je vais expliquer step by step. Donc je fais exo. Ça va, c'était quoi? TP boucle. Exo2.c. Le numéro c'est 1 là-bas, oui, je suis d'accord. Mais genre, ici, on va pas dire TP exo 0 en fait. Comprenez ça comme ça. Alors donc, on aura besoin du nombre de valeurs. On aura besoin de chaque valeur. Et on aura besoin de max. N représente combien de valeurs on va saisir. Val représente chaque valeur individuellement. Et max représente... Voilà, parmi ces valeurs-là, c'est quoi le maximum? Il va se trouver dans max. Et j'ai dit que dans des choses comme ça, la première des choses, c'est de lui demander combien de valeurs. Mais suivez bien, si je vous dis combien de valeurs vous voulez saisir, donnez-moi un exemple de valeur. 5, ici, 8, Hortense, 10. Donc, regardez bien, parmi les 4 réponses là, je n'ai pas entendu 0. Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? Parmi les 4 réponses, je n'ai pas entendu 0. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné 0 comme nombre de valeurs? Ce n'est pas un nombre d'informations. On est bien d'accord? Ou du moins, on ne peut pas dire je veux saisir 0 information. Vaut mieux rester là où tu veux, là où tu es, pour dire que je veux saisir 0 information. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord? Comprenez bien que lorsqu'on demande un nombre de valeurs, le nombre de valeurs, obligatoirement, il ne faut pas que ce soit quelque chose de négatif. Par exemple, je veux moins de valeurs. Ça n'a pas de sens. Je veux 0 valeur. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord? Ce qui veut dire que même le nombre de valeurs, on peut contrôler la saisie. Et on va faire maintenant la combinaison de ces boucles-là. Et donc, nous, on va utiliser, j'ai dit que pour contrôler la saisie des choses, la boucle parmi les 3 qu'on doit utiliser, ça serait la boucle do while. On doit faire le contrôle de saisie avec la boucle do while. On est bien d'accord? Et ici, il est question de saisir un nombre jusqu'à ce que le nombre soit positif.
lorsque tu veux le faire avec le while, il faut d'abord saisir et à l'intérieur de while, ressaisir. On est bien d'accord? Et je dis, il faut éviter ça. On va le faire une seule fois, juste dans un do while. C'est bon? Maintenant, concrètement, on va dire do et on va dire printf, entrée, voilà, le nombre de valeurs anti/n et on scanne le pourcentage des ici c'est anti/, non, ici anti/ là. Et je mets ici while. Ok. Maintenant, suivez bien. La boucle do while veut dire faire tant que. La boucle do while veut dire, comme do veut dire faire, et comme while veut dire tant que. Ça veut dire faire ce qui se trouve là, ou bien répète ce qui se trouve là, tant que la condition qu'on met là est vérifiée. Traduisez ça simplement comme ça. On va faire, c'est-à-dire do, la chose qui se trouve là, tant que ce qui sera mis ici là est vérifié. Nous, on veut un nombre positif. Quand est-ce qu'on va lui redemander de refaire la saisie? Oui, voilà, suivez bien. En fait, ce qu'on met ici, c'est la condition qui sera vérifiée pour dire quoi? On revient, on refait la saisie. Et donc, on dit, fais la saisie tant que, regarde, fais à nouveau la saisie, ou bien fais la saisie tant que le nombre de valeurs fournies est comment? On est bien d'accord? Si on dit fais la saisie tant que le nombre de valeurs est positif, ça veut dire que si c'est positif, refais la saisie. Or, nous, on veut refaire la saisie lorsque le nombre n'est pas positif. Donc, on va dire faire ceci tant que n, c'est ça, lui, le nombre, est inférieur ou est égal à 0. On est bien d'accord? Maintenant, supposons que je mets supérieur à 0. Je prends d'abord ça et puis je vais revenir après sur le inférieur ou égal à 0 qui est normalement celui qui est correct. Si je mets n supérieur à 0, regardez bien, et que je lance ce programme-là, cela veut dire tout simplement que si je fais 4 qui est supérieur à 0, il me redemande. Oh, ce n'est pas l'objectif. C'est que si je saisis quelque chose qui n'est pas positif, c'est là que je redemande. C'est pourquoi on dit faire tant que. On est bien d'accord? Donc, je vais saisir quelque chose de moins, il va accepter et on va changer là. Donc, on dit, on répète la saisie tant que le n fourni n'est pas supérieur à 0. C'est-à-dire, lorsque c'est inférieur ou égal à 0, refais la saisie. Et dans ce cas, si je lance le programme, si je saisis 4, automatiquement, il ne redemande pas parce que c'est positif. Toutefois, si vous lancez et que vous saisissez quelque chose de négatif ou nul, il vous redemande de saisir. Donc, en général, le nombre de valeurs, on va faire un contrôle de saisie comme ça. OK. On a le nombre de valeurs. Maintenant, regardez bien. Je fais une boucle for. Vu qu'on a déjà le nombre de valeurs, on peut utiliser une boucle for pour faire les n itérations. Je dis i est égal à 1 et je dis i inférieur ou est égal à n et je dis i plus plus. Si dans n, on a 10, il va quitter de 1 jusqu'à 10 pour faire saisir 10 informations. On est bien d'accord? N représente le nombre de valeurs. Donc si n c'est 3, on doit être en mesure de saisir 3 valeurs. Et pour cela, on a prévu une variable val dans laquelle on va saisir individuellement les valeurs. Si n vaut 3, ce qui veut dire qu'on doit mettre en place une possibilité de saisir une valeur, après de saisir 2 valeurs, après de saisir la 3e valeur. La différence entre valeur et le nombre de valeurs est vraiment très claire. Le nombre de valeurs, c'est combien de valeurs on veut, et maintenant, où sont les valeurs? Nous, on veut 3 valeurs, maintenant, où sont les valeurs? On n'a pas encore saisi les valeurs proprement dites. Vous voyez jusque-là? Maintenant, pour saisir les valeurs, on fait une boucle qui fait le nombre de valeurs, c'est-à-dire les n itérations là. Et maintenant, à l'intérieur, on demande tout simplement de saisir. Genre, par exemple, printf, on dit entrer la valeur numéro et on met pourcentage d. Et là, on met virgule i. Et on fait scanf val. Pourcentage d, virgule. Donc, on saisit chaque valeur dans val. Regardez bien. En fait, ici, j'ai mis ça pour pouvoir savoir combien de valeurs on saisit.
Donc, lorsque je saisis, par exemple, 3 dans n, il va venir ici, comme i commence à 1, il va dire entrer la valeur numéro 1. Après, entrer la valeur numéro 2. Et ensuite, entrer la valeur numéro 3. Regardez bien, si je fais ça, ce qui va se passer, c'est quoi? J'ai dit i est égal à 1. Est-ce que i est déclaré? Non. Ok. Je crée la variable i. Et je viens ici. Il me demande d'abord d'entrer le nombre de valeurs. Donc, je saisis 4. Et donc, il nous laisse maintenant la possibilité de saisir 4 valeurs. Donc, dans la boucle for, on fait une boucle for i est égal à 1 jusqu'au nombre de valeurs. Et là, il dit, entrer la valeur numéro 1. Il va me demander les 4 valeurs. Entrer la valeur numéro 2, entrer la valeur numéro 3, entrer la valeur numéro 4. Et boum, j'ai pu saisir 4 valeurs. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsque vous devez saisir un certain nombre de valeurs, vous faites une boucle qui fait de 1 jusqu'au nombre de valeurs. Et à l'intérieur, vous demandez de saisir les valeurs individuellement. On est bien d'accord? Donc, il y a une différence entre le nombre de valeurs et les valeurs proprement dites. C'est comme ça qu'on fait pour saisir les valeurs. Ok, jusque-là, c'est bon. Maintenant, suivez bien. Suivez bien. Une chose, toujours, avant de pouvoir répondre à la question. Si je sors ici, du moins pour pouvoir traiter les 6, je vais d'abord afficher ici pourcentage des val. Et je mets val. Supposons que je demande de saisir 3 valeurs et que je saisis 10, 11, 5. Dans le for, j'ai saisi 3 informations. Ce printf, il se trouve à l'extérieur du for. Tout le monde voit, n'est-ce pas? Et je fais printf de val parce que je saisis dans val. Je saisis les 3 informations. Et je sors de la boucle ici. Quand je fais printf val, qu'est-ce qui va m'afficher à l'écran? J'ai demandé bien de saisir. On a bien saisi dans val. On a saisi 3 informations. On a fini la saisie. On est sorti de la boucle. J'affiche sur val. Qu'est-ce que selon vous, il va m'afficher à l'écran? C'est-à-dire 10, 11, 5. Comme ça, 10, 11, 5. C'est ça? Oui. Afficher 5. 10, on saisit 11, après on saisit 5. Oui, l'ami. Il affiche 5, on a ici une personne, ici on a 2 personnes, pour ça. Les autres? Il va afficher quoi? Il va afficher 10, 11, 5, ça fait 2 personnes. 2 voix. Il va afficher rien. Une voix. Ok, suivez bien. Et puis jusque-là, bon, avant de faire ça, je vais faire ça. Supposons que je fais i. Sans parler des boucles, on revient un petit peu dans les choses précédentes. Je fais i. Je crée une variable i. Je change même. Je fais int a. Est-ce que tout le monde comprend ça? Int a. Okay. Je dis a est égal 3. Tout le monde comprend ça? Je dis a est égal 7. Tout le monde comprend ça? Si je fais print de a, je print a, qu'est-ce qui va m'afficher à l'écran? 7. Hein? 7. Mais on est bien d'accord, j'ai dit a est égal à 3, a est égal à 7. Vous avez dit qu'il affiche 7. C'est le même principe, suivez bien. Lorsqu'on saisit dans la variable et qu'on ressaisit la nouvelle valeur, c'est comme si on avait donné une valeur et qu'on vient de donner une nouvelle valeur. À chaque fois, la dernière valeur vient tout simplement supprimer l'ancienne valeur. Même si dans la boucle, on saisit 1000 informations, si on sort de la boucle, c'est la millième information qui se trouve dans la variable. En d'autres termes, ceux qui ont dit 5 là, c'est comme ça que ça se passe. En fait, saisir, c'est comme si vous prenez quelque chose, vous mettez dans la variable. Pas que vous ajoutez en plus. Non, comme si ici, la nouvelle valeur supprime l'ancienne valeur. C'est comme si on faisait ça et puis on affecte encore une nouvelle valeur. Donc c'est ici à nouveau, la nouvelle valeur. On est bien d'accord? Ce qui veut dire que si je sors de la boucle, j'aurai juste la dernière valeur. Pour être bien sûr, regardez bien, je vais le faire avant de... Voilà. Je vais faire ici, je veux 3 nombres. Let's go.
Je veux 3 nombres et je saisis 10. Mais je n'ai pas encore fait printf ou bien je l'ai fait? Ok, je l'ai fait ici. Je saisis 11, je saisis 10 et je saisis 5. Et donc, vous voyez que ce qu'il affiche, c'est uniquement 5 qui a été affiché à l'écran. C'est bon? Ok, maintenant, regardez bien. Comme vous avez 1 heure de pause, on va prendre 5 minutes sur ces 1 heure-là. Non, on a cours. On a cours. Sérieux? Oui. Ok, à quelle heure? Non, c'est le mardi que lorsque vous finissez, vous avez pause. Hein. Astou. Et normalement, entre mardi et mercredi, il y a un cours où, dès que vous terminez, vous avez au moins 1 heure de pause. Non? Avec moi, je veux dire.